Donc Fanny, toi tu es architecte, tu as créé un cabinet qui s'appelle AAA, justement, j'adore, sur l'ensemble de l'architecture humaine. Et avec un cabinet de design, Aïna, tu essayes de repenser un peu tout ça. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Oui, on a encore une minute, alors on va aller vite. On va éviter la question en ligne, mais la question en ligne qu'on avait, c'était est-ce que vous imaginez des logements différents dans vos établissements et notamment des espaces de plus de 30 mètres carrés qui relèveraient du domicile? Tout ça, c'est peut-être possible, ou en tout cas, tu nous secoues. Merci de nous secouer. Bonjour à tous et merci Luc de m'inviter à nouveau pour présenter le fruit de nos réflexions, mais aussi, comme on l'a dit, de beaucoup d'échanges parfois tumultueux avec le laboratoire des solutions de demain. Et parmi toutes ces choses qui faisaient consensus, soyons très clairs, plus personne n'aurait envie de vivre dans 20 mètres carrés. Oui, très bien, mais faire plus, ça coûte trop cher et on n'a pas d'argent, quand bien même la CNSA vient abonder. Donc comment on va faire tout ça ? Donc, juste avant de parler solutions, je voulais juste revenir un petit peu sur le problème parce que je pense que pour concevoir bien, il faut comprendre bien. Et puis la première des choses quand même qui nous interpelle, c'est 95% des personnes veulent rester à domicile quand bien même on aurait investi 15 millions d'euros dans un bâtiment. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à tout ça. Et on se dit, pourquoi ils veulent rester chez eux? Peut-être parce qu'ils peuvent faire ça, et puis ça, puis ça, et puis ça. Et puis surtout parce qu'une maison, ça ressemble à ça et ça. Et qu'en moyenne, finalement, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on voit que les personnes disposent de 90 mètres carrés. Les plus chanceux, plus de la moitié vit dans une maison individuelle qui fait 110 mètres carrés. Et puis en vieillissant, évidemment, on a de plus en plus de place pour soi-même. Et quand on regarde ces maisons, regardez-les bien. Qu'est-ce qu'on regarde en termes de répartition de surface? Vous voyez, c'est le tableau aussi, mais de nos habitats à nous, près de 90% de la surface dédiée à des espaces de vie, et on fait tout, absolument tout, pour faire disparaître les couloirs, pour supprimer les espaces techniques, au profit de quoi? L'espace dans lequel on vit. Donc j'ai pas de pointeur, mais vous pouvez voir que le linge est lavé sans doute dans la salle de bain, peut-être séché dans le salon ou dehors, que le repas est préparé sur place, sans doute mangé dans la cuisine ou dans la salle, et qu'en moyenne, au bout de 5 pas, vous êtes en tout point de cette maison. Les moins chanceux auront un appartement, en moyenne 63 mètres carrés, 2 chambres donc, et puis là encore, on a fait tout, absolument tout, pour faire disparaître tous ces espaces qui n'ont aucune valeur ajoutée en matière de vie. Donc les espaces techniques, en fait, sont dissimulés dans des meubles, pas d'espace technique à proprement parler, mais des meubles de stockage, si possible jolis, qui vont en plus décorer nos maisons. Donc, vous vous dites, ok, c'est super, mais bon, si les gens, ils pouvaient rester chez eux, ça se saurait, on n'aurait pas besoin de faire des EHPAD. Sauf que, si on regarde les chiffres qui nous sont donnés par l'adresse, on voit qu'il y a quand même 20% des personnes GIR 1 et 2 qui vivent à domicile. Dans ces conditions, donc, avec toute cette surface, soit à peu près 150 000 personnes qui ont la chance de pouvoir continuer de bénéficier de 60 mètres carrés rien que pour eux. Et les autres, 730 000 personnes en établissement d'hébergement, quel que soit leur statut, et qui sont dans des EHPAD qui, au mieux, ressemblent à ça, et à ça quand c'est neuf. Et avec une répartition des surfaces, vous retrouverez le petit code couleur. Donc là encore, on est sur 60 mètres carrés par personne en moyenne, mais avec seulement 19 à 21 mètres carrés qui sont dédiés vraiment à l'espace privatif. Mais où sont passés les 40 mètres carrés restants? En tout cas, nous, c'était un peu la question qu'on s'est posée, parce que, encore une fois, on se dit, après tout, puisqu'on ne peut pas payer plus, il faudrait bien chercher à rentabiliser mieux ce qu'on construit. Et vous voyez, deuxième poste de dépenses de mètres carrés, la circulation, je pense que c'était assez clair tout à l'heure, des centaines de mètres carrés de couloirs, et aussi, vous voyez, là, en rez-de-chaussée de cette structure, toutes les fonctions logistiques dont on a parlé, le linge, la buanderie, la cuisine, etc. Donc, très bien, et si vous vous souvenez d'une petite présentation, vous voyez un peu l'écart. On construit 60 mètres carrés par personne, mais à la fin, les gens n'en ont plus que 20 pour vivre. Ok, et donc ces espaces privatifs, ces 20 mètres carrés, concrètement, de quoi on parle? Au mieux, on parle de ça, et puis de ça. Enfin, en réalité, 2 à 3 mètres carrés seulement pour pouvoir faire rentrer tout ce qui traînait dans les 100 mètres carrés qu'on avait avant. Pas grand-chose en somme. Alors, au profit de quoi? Je le disais, au profit de 2 choses, les couloirs. Donc, vous voyez, les couloirs, en moyenne entre 20 et 30% de la surface d'un EHPAD, pour faire quoi? Pour connecter tout ce beau monde par l'intérieur. Essentiellement, pour que ce soit pratique pour les soignants. Et quand on est à l'intérieur de ces établissements,
on se rend compte que pour les résidents, c'est à peu près ça. De ma chambre, pour me rendre au restaurant, j'ai 5 fois un choix d'orientation et sans doute 70 à 80 mètres à parcourir. Et dès qu'on a fait des espèces de déambulation circulaire parce qu'il faut éclairer tout ça et puis créer plus de circulation, alors là, c'est carrément le labyrinthe. Finalement, les gens font en sorte de ne plus sortir de leur chambre, en tout cas pas sans être accompagnés, parce qu'ils sont absolument incapables d'y retourner. Bref, des centaines, voire des milliers de mètres carrés qui ressemblent à quoi? À ça. Et qui donnent quoi? Des résidents, comme je le disais, qui ne sont pas capables de se déplacer tout seuls pour aller dans le lieu de vie, et donc des soignants qui se retrouvent obligés de courir pour déplacer des résidents d'un point A à un point B, 11 à 12 km en moyenne, podomètre à l'appui. Bref, donc ça, c'était nos petits couloirs qu'on a évidemment chauffés, construits, amortis, entretenus. Et puis, deuxième chose, vous avez vu, on parlait de à peu près 15 mètres carrés de surface qu'on appelle technique. Ces surfaces techniques qui n'existent presque pas dans le logement, qui regroupent quoi en fait? Le linge, qui à la maison évidemment n'était pas une fonction logistique mais une fonction domestique, et puis la cuisine. Donc en fait le principe, vous le voyez très bien, c'était de regrouper et de faire pour l'ensemble de ces personnes en même temps à manger, laver le linge, etc., le ménage. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont que 20 mètres carrés, évidemment on ne peut pas faire ça dans leur logement et qu'il faut aussi centraliser toutes les ressources. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des soignants qui déplacent des chariots d'un point A à un point B à travers les fameux couloirs et qui parfois laissent les fameux chariots au milieu des couloirs, suite à quoi les résidents ne peuvent plus se déplacer tout seuls. Et puis, ça donne aussi des repas qui sont livrés avec encore d'autres chariots et en moyenne, il me semble en avoir compté à peu près 9 différents dans les établissements et qui, du coup, nous interpelle sur à quel moment on a fait le choix de transformer ces fonctions domestiques, celles qui font en sorte que ça sent bon dans la maison, en étant le linge, ça sent bon, la cuisine, ça sent bon, celles qui permettent de créer de la convivialité, celles qui permettent de participer et de continuer à mobiliser les compétences restantes, à quel moment avons-nous décidé d'en faire des fonctions techniques au sous-sol, loin des personnes? Et combien d'heures passons-nous à préparer ces choses loin des personnes et à déplacer toutes ces choses au lieu d'être au chevet même des personnes? Bref, ma question était, devons-nous simplement nous intéresser aux chambres ou pourrions-nous dérouler carrément le calque et repenser le modèle de manière globale? Je pense que vous avez une petite idée de mon approche. Et je suis évidemment pas la seule à le dire, et ça fait déjà quelques années, le Covid a un petit peu accéléré la prise de conscience. On s'est tous dit, oh mon Dieu, nous n'aimerions vraiment pas finir notre vie ici, et on s'est dit aussi, j'ai de parler ici même il y a 2 ans, ou à la Maison de la Chimie de mémoire, les gens voudraient bien un logement et une chambre n'est pas un logement. La première chose qui dissocie, même avec la plus petite des appartements, c'est 2 choses. La possibilité d'avoir une cuisine, c'est-à-dire recevoir, offrir un café, un verre de jus de pomme, quand bien même je suis alitée, grabataire dans mon lit, je peux recevoir quelqu'un sans qu'il s'assoie sur mon lit, sans avoir à demander à un professionnel de lui servir. Et puis, je peux avoir un grand lit, accessoirement une vie intime et sexuelle, mais surtout la possibilité de me retourner sans tomber par terre et sans mettre des barres de lit. Bref, tout ça, petits avantages. Alors, nous, entre-temps, on s'est dit, je sais pas vous, mais moi, par exemple, j'ai pas 90 ans, j'en ai pas 75 non plus, et puis tout le monde, il y a eu beaucoup de débats au niveau du laboratoire des solutions de demain sur ce sujet, appartement, pas appartement, oui, mais c'est pas intéressant pour tout le monde, etc. Donc, on s'est dit, vous savez quoi, on va aller demander aux gens. Et donc, pendant 1 année, 2 années même, avec Florence, en effet, France entière, on est allé rencontrer des jeunes seniors, c'est-à-dire les habitants clients de demain, avec un petit jeu de cartes qui s'appelle l'atelier critères, qu'on a développé pour l'occasion, qui pose une série de questions qui est simple. Alors cette fois-ci, c'est pas dans un tableau, mais c'est plutôt avec des cartes qui leur permettent de choisir des critères. Qu'est-ce qui leur donnerait envie d'emménager dans un établissement? Là, on ne parle pas de besoin, on ne parle pas de contraintes, mais vraiment quelque chose qui leur donne envie. Et puis, avoir un vrai logement, clairement, c'est quelque chose qui remonte de manière assez claire. Et puis on s'est dit, c'est très bien, mais ils ne sont pas encore dépendants, donc ils ne se projettent pas. Du coup, on a fait à peu près la même chose avec des outils différents au sein des EHPAD avec les résidents actuels, ceux qui n'ont que 20 mètres carrés. Et on leur a donné un espace, comme vous voyez ici, qui permettait, avec cette petite atelier Mon Logement, même à des personnes non verbales, même avec des troubles cognitifs, d'exprimer leur envie, leur désir d'habiter. Et on se rend compte que les gens mettent absolument tout ce qu'ils peuvent, tellement ils pourraient, tout ce qu'ils peuvent dans leur logement. Et là encore, revient cette question d'avoir une petite kitchenette.
Plus récemment encore, dans Gérontologie et Société, que vous avez peut-être vu, un numéro complet dédié à l'espace, une étude de Kevin Charrage, il n'est pas là, mais je ne peux pas m'empêcher de le citer, et de Perrine et Delec, qui montrait bien que finalement, la chambre, l'espace privatif, est le lieu dans lequel les personnes passent le plus de temps et celui qui est le plus propice à leur bien-être, à leur intimité. Bref, si nous voulons investir bien, investissons là. Des appartements donc, et il se trouve que c'est des choses qui ont déjà été faites dans d'autres pays. Et je ne peux m'empêcher de vous mentionner un voyage aux Pays-Bas que j'ai eu la chance de faire. Et je salue Brigitte ici dans la salle qui m'a amenée il y a 3 ans aux Pays-Bas pour rencontrer 2 types de structures. Le futur des EHPAD, non plus un modèle hospitalier, mais des colocations, des maisons, plus de fonctions centrales, plus de couloirs qui relient tout ça par l'intérieur et de vrais appartements, des logements assistés. Comment aurait-il réussi à faire ça? Et s'ils y sont arrivés, comment est-ce que nous pourrions y arriver? Donc on a imaginé, parce que les idées c'est bien, mais faire c'est mieux, on a imaginé un petit atelier Lego. Le principe est super simple. On se rend compte quand on fait les projets architecturaux que très souvent on va penser toute l'organisation, tous les locaux annexes, etc. Et que quand il manque du budget, on va se dire, bon, c'est pas grave, on va faire 1 mètre carré, 2 mètres carrés de moins dans la chambre. Disons que c'est là où on enlève le plus facilement du budget. Donc là on dit, faisons l'idée à l'inverse. Partons du principe qu'avoir un vrai appartement, ça, c'est pas une option, et voyons les mètres carrés qui restent. Donc on part, là encore, d'une vision très comptable. Qu'est-ce que je peux payer? Combien de mètres carrés ça me donne? Voilà la surface des appartements, qu'est-ce qu'il reste? Et là, avec un système un petit peu comme à la marchande, on prend nos Legos blancs, la monnaie, ce qu'on peut payer chaque mètre carré, et on échange. Chaque brique coûte 30 000 €, et on fait ça avec les professionnels, des équipes pluridisciplinaires. On déroule leur terrain, les Legos sont à l'échelle des terrains, et avec eux, on prototype. Alors, plus d'architectes pour faire des plans que personne ne peut lire et comprendre, mais des équipes qui pensent, qui réinventent elles-mêmes et surtout qui oublient peu à peu le modèle de l'EHPAD pour se projeter vers des nouvelles façons de faire et qui surtout mesurent l'impact de ces choix architecturaux sur leur pratique, leur façon de travailler. Mais vraiment, est-ce qu'on va être capable de passer par l'extérieur et comment ça va se passer la nuit et qu'allons-nous faire et qui va pouvoir faire le linge, etc., etc. Et finalement, on se rend compte qu'on a besoin, en même temps qu'on fait ce travail de redistribution globale de la ressource, il faut faire exactement le même travail avec le volume horaire, c'est-à-dire sortir d'une vision que l'accompagnement, c'est le travail des AS et des ASH pour entrer dans l'idée que combien d'heures de travail j'ai en tout, fonction logistique incluse, et si je mets tout ça au service des personnes, qu'est-ce qui est essentiel pour elles et comment je vais être capable de réinventer ça. Donc on a en fait tous ces ateliers qu'on mène de pair et qui permettent d'arriver à des nouvelles visions, telles que le projet ici de l'EHPAD de Perrier, où vous voyez, les équipes ont pu travailler comme ça, aboutir à des maisons qui proposent de vrais studios, regroupés en maisonnées, non pas de 14, mais de 6 à 7 habitants, celle qui permet d'avoir une seule table autour de laquelle on peut se regrouper, celle qui permet de faire tourner une machine dans la maison, celle qui permet de préparer un repas sans avoir un diplôme de cuisinier. Et puis de vrais appartements, et tout ça donc en extérieur, en mode pavillonnaire, et puis ça tombe bien, si on se recolle une épidémie, on pourra gérer ça de manière assez simple. Alors comment ça marche niveau logistique? Comme à domicile, comme à Center Park, comme des tas d'endroits qui ont été capables, même avec des moyens très restreints, d'inventer des choses pour qu'on puisse travailler là-dessus. Et donc, si je vous remonte ma fameuse répartition de surface, on se rend compte qu'en faisant ça, avec exactement la même superficie à quelque chose près que l'autre bâtiment, on a été capable, non pas de créer des chambres de 20 mètres carrés, mais de leur offrir entre 27, 35, 45 mètres carrés. Et ça demande de penser de manière ultra claire, qu'on n'est pas en train de faire un établissement d'hébergement avec des fonctions support, mais vraiment un espace d'habitation dans lequel on va venir intervenir, soutenir, accompagner des personnes qui en ont besoin, comme elles l'auraient pu l'être à domicile. C'est ça la logique domiciliaire, c'est ça le virage domiciliaire, que ces établissements ne soient pas comme à la maison, mais qu'ils soient de vraies maisons. Donc, en conclusion, et ça c'était quand même notre idée, parce que vous imaginez bien que je me suis fait traiter d'idéaliste utopiste un très grand nombre de fois, et j'espère que vous êtes convaincus par ça. L'objectif, c'est pas de faire plus, c'est de faire mieux, et de faire autrement. Et pour ça, on a besoin, je disais tout à l'heure, d'oublier le modèle EHPAD. C'est pas une adaptation à la marge. Il ne faut pas juste grandir. À chaque fois que vous allez grandir la chambre, vous l'avez vu mécaniquement, ça va grandir le couloir, ça va grandir d'un certain nombre de contraintes. Donc il faut qu'on s'autorise à le réinventer. Et surtout, il faut qu'on arrive non seulement à acculturer et à co-construire avec les équipes, mais aussi avec les autorités de tutelle et tarification.
On voit que sur le territoire, on a de très très grandes disparités. Certains territoires où on a les autorités qui sont motrices de ça, d'autres territoires, à l'inverse, où on a des autorités qui viennent à l'encontre de ça parce qu'elles ne connaissent pas, elles ne comprennent pas ces évolutions. Et donc, suite à ça, c'est des choses qu'on avait pu présenter à la CNSA à Gaëlle Lioré l'année dernière, qui me dit « mais c'est absolument génial ce que vous faites, mais c'est un peu de la haute couture maintenant, donc comment vous allez rendre ça accessible au plus grand nombre? Bref, s'il y a 400 dossiers, qu'est-ce que vous faites ?» Et peu à peu, on s'est lancé donc avec Florence dans l'idée de la création d'Atome, qui est l'Académie de la transformation de l'habitat et de l'offre médico-sociale, et qui met ces outils de design au service des équipes pour réinventer avec exactement le même process. On fait partir les équipes en voyage, on leur fait rencontrer les gens, on leur fait découvrir ce qui est important, on prototype les Lego en maquette, on prototype les nouvelles maquettes RH et on arrive avec un document simple et clair qui porte une vision ambitieuse et réaliste pour le futur. Et puis bien sûr, il y a les autres. Et pour les autres, parce qu'on est convaincu qu'il faut absolument faire diffuser les idées, s'autoriser à penser autre chose, on a créé les cafés d'inspiration. En fait, on est en train d'inventer une espèce de communauté des idées qui est libre, accessible à tout le monde, où on va proposer dès le 21 septembre, sur simple inscription, une fois par mois, des projections de vidéos d'exemples inspirants à l'autre bout du monde que vous pouvez projeter au moment des transmissions ciblées et qui permettent d'animer une communauté d'idées au sein de l'établissement pour commencer à s'évader et à pouvoir créer les bases, en fait, le terreau du futur. Et finalement, ça rejoint un seul objectif, en tout cas, et moi c'est ce que je dis aux équipes, on prototype, on enlève les Lego, on refait, on discute. Est-ce qu'à la fin, oui ou non, nous tous autour de la table, on irait vivre dans ce qu'on est en train de construire? Si la réponse est non, il faut refaire, ou il ne faut pas faire, en fait. Un seul euro investi dans lequel nous-mêmes on n'irait pas, c'est 1 euro de trop. Moi je dis, nous devons vraiment avoir une ambition qui est ultra forte, une très très grande exigence encore plus parce que c'est de l'argent public, ce sont nos impôts, de faire en sorte que ce que nous construisons aujourd'hui soit désirable pour l'ensemble de la population, nous y compris. Je vous remercie. Bravo. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que cette séquence a été inspirante pour vous. Au plaisir de vous retrouver.